Il est quelle heure? Bonsoir. Vous ne dormez pas. Vous pouvez me pousser à faire un direct comme ça, alors que tout le monde doit dormir. Je me méfie des gens qui ne dorment pas comme moi. Il faut dormir, les amis. Les mots sont si puissants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots? Les mots sont si puissants, ils peuvent briser un cœur et le guérir. On ne joue pas avec les mots. Les mots peuvent détruire une âme ou la libérer. Les mots peuvent tuer, briser des rêves ou donner de l'espoir, interrompre les connexions ou les créer. Les mots peuvent créer les barrières ou les abattre. Nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons nos mots. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui ne dorment pas, mais ça peut me pousser à faire une petite conversation. J'avais prévu de le faire, mais je me disais peut-être demain, pourquoi pas. On a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement, il y a une actualité pressante sur tous les sujets. Bon, en même temps, bonsoir à vous tous et je suis fier de vous retrouver, ma petite famille. Même si on fait 10 secondes, il faut toujours se parler avant de se souhaiter bonne nuit. Franck Valdez, ici au Canada, il n'est que 18 heures. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Et pour tous ceux qui viennent du Cameroun, ils savent que c'est... Bon, ceux qui ont fait l'école primaire savent hmm, que le 1er octobre est une date importante. Et quand on était petit, on nous imposait... Vous savez, je suis fils d'enseignante. Et puis, voilà, à l'école primaire, tout le monde a chanté ces petites chansons, mais qui sont une part de l'histoire. J'aime mon pays, hein, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Baptisé en 1961, composé de 2 États fédérés, Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Mais vous n'avez pas connu, hein? Alors, ça fait une bonne quarantaine d'années. Vous voyez, il y a la mémoire qui est là. Il suffit, comme disait quelqu'un, la mémoire, c'est le présent en réalité. La mémoire, c'est pas le passé. La mémoire, c'est actualiser la pensée présente. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas régler les problèmes qui arrivent aujourd'hui à l'Afrique et particulièrement au Cameroun. Euh, Donc, quand j'écoute les gens qui veulent faire se donner une posture politique alors que tout est là, il faut juste donner au peuple matière à réfléchir. Voilà une chanson de l'école primaire. Coup élémentaire 1 ou 2. Coup préparatoire. On chantait déjà ce genre de chanson. C'était pour créer une conscience nationale. Et puis, 60 ans après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On s'emballe dans des débats, la gromologie, la gros-phrasologie. La situation est claire. Personne ne propose un projet pour demain. Dieu donnait espoir. Tu étais peut-être jeune, mais je te dis qu'à l'école primaire, tout le monde chantait ça. Comment ça chantait encore là? J'aime mon pays, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Baptisé en 1961,
composé de deux États fédérés, Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Donc c'est cette réunification à Fumban là qui donne donc pendant 4 ou 5 jours, donc toutes les intelligences des deux Camerouns se retrouvent à Fumban pour essayer de concevoir ce qu'on va appeler l'État unitaire, l'Union. C'était pas une mauvaise idée. Mais maintenant, est-ce que l'Union peut tenir? Est-ce que l'Union a tenu? Est-ce que nous avons le courage d'avancer? C'est là où tout le monde regarde le rétroviseur aujourd'hui. Alors, ceux qui peuvent proposer des idées, il y en a, mais ils sont très peu. Nous, on a réfléchi sur l'état de l'Union. Comment on va faire pour vivre ensemble? Comment on va faire? Parce que je le dis dans ce livre, ce pays est beau mais fragile. Tout est là. Je reconnais aussi que nous avons laissé un pays médiocre. Un peuple médiocre. Le pays est déjà fragile et le peuple, lui aussi, il est médiocre. Vous avez vu un peuple qui s'adonne à tous les plaisirs du monde, à la facilité, à la vie. Personne ne veut poser la réflexion profonde et fondamentale. Il nous manque la réflexion fondamentale. C'est pour ça qu'on n'est pas développé avec tous ces atouts. Tenez ce que je disais ici. Tant qu'on veut nous fabriquer des imposteurs intellectuels pour tuer ceux qui se battent vraiment, mais pour tuer les vraies lumières, on ne va pas se développer. Tant qu'on veut nous imposer des fonctionnaires, on ne va pas se développer. Voilà ce que je dis au chapitre 6. Pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 38, versets 4 à 9. L'Africain aime ce genre de récitation. Alors, tant que tu n'as pas mis verset là, personne ne veut écouter. Avant les versets, je ne sais pas si on nous avait versé à la poubelle, quoi. Donc on n'existait pas. Alors, quand je lance un regard panoramique sur ce bout de terre, je ne peux m'empêcher de croire qu'il mérite forcément meilleur destin. Les années 70 nous ouvraient les portes du boom économique premium. Boom économique premium, c'est-à-dire en Afrique noire, en Afrique, il n'y avait pas deux pays comme le Cameroun. Il n'y avait pas deux. Et puis, il n'y avait pas d'eux en termes d'intelligence. Boeing délocalisait ses usines au Cameroun. Boeing, le numéro 1 de la construction aéronautique. Les Français, numéro 1 mondial, Péchinet, de l'aluminium. Péchinet est venu s'installer au Cameroun. La Sceau de coton, la Sèmerie, Ayagua, qui a été fait par mon père. Voilà, donc, qui était le haut consul suisse, qui est venu, enfin le père, mon père adoptif, si vous voulez. C'est lui qui a créé la Sceau des cotons, la Sèmerie Ayagua. C'était le fonds suisse, le fonds helvétique. Vous avez la ferme suisse à Edea, pas loin. C'était des... Donc le Cameroun était ouvert. Ce n'était même pas la propriété de quelqu'un, mais c'était ouvert à l'intelligence, à l'économie. Je peux vous citer plein de choses comme ça. La, la société camerounaise de blé. On avait dit à la société camerounaise de blé. La Sceau des cotons, je l'ai dit. La plaine de riz à Sancho. Il y avait toutes les sociétés. Alors, allons-y. Les entreprises fleurissaient. L'école jusqu'au supérieur était normale. Aujourd'hui, même à l'école normale supérieure, il n'y a plus d'école. Oh, un pépé. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, dans ce Paris bouillonnant des Africains qui perdent leur temps dans les boîtes, les bars, et quelqu'un m'a dit, Pépé, c'est une grosse perte quand même pour nous que tu ne sois pas au minimum ministre. Je dis, ah, c'est sinistre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, ceux qui sont là sont brillants.
C'est ça qu'on appelle l'intellectuel. C'est-à-dire, il pose un script, il développe et après il donne des solutions. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas faire de la politique. Tu ne peux pas agir, puisque tu n'as pas pensé. Aujourd'hui, tous les Africains refusent de penser, mais ils veulent manger. La pense est plus importante. Et comment on va se développer? Quand vous regardez vous-même vos pays et vos visages, là, est-ce que vous avez la force de vous développer? Soulever la marmite, là, est dur. La marmite du congrès du développement est dure. Il faut respecter les pays qui se sont développés. C'est une énergie supérieure. Je ne veux pas faire les lives où on... Mais évidemment, je n'ai pas cette... je ne bénéficie plus de cet amour-là des ethnofascistes. Mais je sais que beaucoup veulent me blacklister, hein, beaucoup veulent t'étiqueter, t'écarter. C'est-à-dire, ils ont déjà choisi leur Tintin qui vont les représenter et vous ne devez pas parler. Heureusement, d'ailleurs, que la tribune est universelle. Zuckerberg nous donne la force d'exister. Ce n'est pas vous qui décidez de qui doit exister. Sinon, je parie même qu'on allait éliminer déjà certains de leurs vivants. Chapitre 6. Dans ce pays, si tu ne veux pas mourir de solitude, il faut faire comme tout le monde, en te soumettant à une dictature de la foule. C'est le chapitre 6. Ah, il doit être très dangereux, lui. Alors, je disais donc que l'école jusqu'au supérieur était normale. Aujourd'hui, même l'école normale supérieure n'est plus une école. On n'enseigne plus nos enseignants, qui ne savent même plus eux-mêmes enseigner, parce qu'ils n'ont jamais su recevoir des enseignements. L'industrialisation était bien réelle. Mais ce n'était pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, tous les jeunes font la moto. Les jeunes font le callbox, ils portent les babouches, les choses sur les plastiques sur la tête. Ils déambulent dans toutes les artères des villes, des villages, avec les poids des plateaux sur la tête. Ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'au master. Une ville comme Edea, cas pratique, réussissait l'exploit d'avoir 6 multinationales. Citez-les, hein. Alucam, Gerigif-Aircam, hein? Papier-Cam, tout ce que vous aimez, hein? Socapalm, Ambongo, Adizangue, le caoutchouc, l'EVA. Quel désastre! Une société comme Alucam était devenue la plus grande industrie d'Afrique, bien avant les indépendances, dont le rêve était permis. Alucam a été ouverte en 58. C'était la première usine d'Afrique. Pas d'Afrique noire, hein. Première grande industrie d'Afrique, Alucam. Même en France, ils n'avaient pas ce genre d'industrie. Donc, ils sont venus mettre leurs joyaux de technologie chez nous quand même. Et la classe moyenne commençait à se faire voir. Aujourd'hui, dans les rues de Douala, Yaoundé, certes, on assiste à un retour des comptoirs coloniaux. On nous a fait croire que la vie ne se trouve plus au champ. L'Afrique est devenue un vaste carrefour où manger devient un jeu de casino. Évidemment, tout est fait pour que le beurre de table président ne manque jamais sur les étals, pour que le petit producteur normand ne crève point. Et un jour, vous allez dire que ces gens-là nous ont super eu. Super eu. En clair, il s'agit d'un processus de démantèlement de notre développement économique et social bien planifié pour pour nous remettre pieds et poings liés dans ce doute esclavage qui donne l'illusion
d'entrer dans la modernité, de compter dans le monde, juste tac, 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 tac. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. Vous ne dormez pas? Bonne nuit les amis. On va continuer demain, n'est-ce pas? On continue demain ou quoi? Je serai en meilleure forme demain. Mais je voulais juste vous dire que je tiens toujours à ma parole. Je tenais à faire ce direct pour dire que nous sommes dépassés par les événements. Et ceux qui ont lu Shakespeare, Hamlet, arrive un moment où Horace veut traverser le fleuve, on lui demande qu'est-ce que la folie. Il faut répondre à la question avant de traverser. Et il dit la folie, c'est un chemin oublié. Donc nous avons donc raté ce chemin oublié. Nous avons oublié ce chemin qui pourrait nous mener au développement. Et j'écoute, je n'ai pas parlé aujourd'hui, j'écoutais, j'ai vu des débats, j'ai vu quelques directs sur Facebook, je vois l'attitude des Camerounais, je regarde la télé, ils s'en foutent de leur propre histoire. Et les gens sont volontairement ignorants de leur histoire. Donc ils ont tourné le dos à leur histoire. Ils ne peuvent pas voir leur passé et revenir en face au présent, donc ils ne peuvent pas aborder le futur. Nos futurs. Comment faire pour gérer les contradictions d'un pays? Un pays, c'est les gros, les petits, les courts, les minces, les noirs, les bruns, les jaunes, tout ça là mélangé. Un pays, c'est les villages d'en haut, les villages d'en bas, les villages de montagne, les villages de la mer, les villages de la forêt, les villages du désert. Ce n'est pas les bisous, la politique, mais c'est l'art de gérer ces contradictions. Tout le monde ne sera pas avantagé. Les enfants qui sont nés à Yaoundé ou à Douala ont plus de chance que ceux qui naissent à Garé-Gombo ou à Maïdougouri. Le rôle de la politique, donc, c'est de planifier tout cela. Le rôle de la politique aussi, c'est un cours magistral que j'essaye de vous donner là, ce soir, pour ceux qui ne dorment pas. Le rôle de la politique aussi, c'est de gérer la somme de nos forces unifiées pour que ça ne déteigne pas sur nos faiblesses. Ne pas nier les faiblesses, mais les dépasser. Et on dépasse les faiblesses comment? En tuant les poches d'ignorance, la formation, l'éducation, le travail, dont l'insertion et la projection, la science. Le Cameroun a échoué sur ce plan. On ne fait pas le procès. Les gens qui étaient là étaient... Quand on dit vous avez atteint votre vitesse maximale, c'est que c'est votre vitesse. Quand on dit que l'intelligence du chimpanzé, il a beau être... il a beau avoir les mêmes gènes qu'un humain, à 95, 16, 97, 18% même, pour les autres grands gorilles, bonobos et tout, mais il n'a pas l'intelligence d'un enfant de 5 ans. C'est aussi ça quand on n'a pas de vision politique. Et on s'arrête là. Donc on s'est arrêté. Les aiguilles de notre développement se sont cassées en 1960, 70. Et puis le reste là, depuis, on essaye de faire un petit bricolage. On essaye de racoler. Personne n'a la formule. On essaye de trouver la providence, le Messie. Ça n'arrive pas. On cherche une attraction de la manifestation d'un développement, même de manière holistique. Ça n'arrive pas. On se pose des questions et aujourd'hui, personne ne sait quoi faire. On a l'or entre les mains, on ne sait plus quoi faire. On a les bijoux entre les mains, on ne sait plus.
La guerre a commencé. Les querelles ont commencé. Et ce qui se passe au Cameroun est important parce que c'est le laboratoire du développement de l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui se joue là. C'est l'Afrique qui a donné le ton pour la libération, les indépendances, les luttes avec Ruben Oumiobe, ça vous le savez. Mandela l'a dit quand il sortait de prison, enfin quand il était au fond du cachot, il a dit, nous sommes obligés de reconnaître que c'est Ruben Oumiobe qui nous donne la force. Alors, le guide, notre grand problème est que nous sommes déconnectés de la raison. Comment faire pour conscientiser les nôtres afin qu'ils reviennent à la raison? C'est vraiment dommage. Mais pour qu'ils reviennent à la raison, il faut déjà qu'ils reviennent à la maison. Le leadership est important. C'est pour ça que je ne suis plus formateur. Je n'aime pas le terme développement personnel. Je forme des leaders. Je forme des managers. Je forme des penseurs, des patrons. Il faut dans ce pays qu'on commence, un, à soigner déjà les psychanalystes, deux, à guérir les psychiatres, ceux qui soignent nos fous, les fous que nous sommes tous devenus, parce que nous sommes un asile de fous. Même les Occidentaux les plus bêtes ne comprennent pas. Comment un pays qui a toutes ses potentialités vit dans la poussière? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas au niveau des hommes, c'est au niveau d'une mentalité programmatique. J'ai déjeuné tout à l'heure avec des jeunes frères très brillants qui étaient tous passés par l'université, mais ils ont passé le temps à me faire peur, moi, à me dire que rien n'est plus possible. Il ne faut pas qu'on nous voie d'ailleurs ensemble. Et ils ne veulent pas parce que... Je dis, mais pourquoi vous êtes venus en Europe? Pourquoi vous êtes à Paris? Est-ce que vous savez que Paris est la capitale mondiale des libertés? C'est la capitale mondiale des droits de l'homme ou de la déclaration des droits de l'homme. Donc vous ne pouvez pas venir ici et refuser d'être des hommes. N'est-ce pas? Entre parenthèses. C'est les jeunes que j'ai croisés dehors. Hein. Et, mais ce qui est important, c'est de voir comment le manque de leadership est en train de détruire la volonté de développement. Le développement, c'est la mystique. J'ai suivi les Japonais parler du samouraï aujourd'hui, ils disaient que non. Le samouraï, ce n'est même pas un sport, c'est pas un sport de combat, c'est plus que ça, c'est de la spiritualité. Donc il nous faut cette force spirituelle. Et c'est pas dans les temples des imposteurs, des conquistadors qu'on va avoir la spiritualité. C'est pas possible. On aura quelque chose comme ça pour nous endormir. Une religion endormeuse. Mais on n'aura pas la spiritualité. Tous les pays qui ont la spiritualité se sont développés. Comment faire pour retourner alors qu'il n'y a pas d'espoir dans ce pays? Je ne peux pas me permettre de dire ça. Il y a toujours l'espoir. Justement, pourquoi les gens veulent tuer le discours que je porte? Parce qu'il est porteur d'espoir. Parce que pour gagner, il faut vendre la mort ou la peur. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce que vous voyez là au Cameroun peut s'arranger avec un petit leadership en 10-15 minutes d'un petit discours, bien dosé, bien spirituel, bien musclé, bien corsé, pour que tout le monde se retrouve. Les choses vont se dégager. Pepe, moi-même, j'aurais souhaité que tu sois député au Cameroun et faire le contre-poids au Parlement. Euh, Mais écoutez, il faut respecter déjà ceux qui sont là-bas. C'est leur choix. Et je rappelle que Oumiobe a été battu en Sanaga maritime. Il voulait être député.
Je rappelle que euh, Mongo Betty, après qu'il ait monté le manifeste pour défendre Wandi Ernest dans le monde entier, qui lui a valu son poste à l'université, on a coupé son salaire parce qu'il défendait Wandi. Après tant de combats, les œuvres, la production, discours sur le colonialisme, la virulence, il s'est attaqué de front à la France, alors que c'est en France qu'il a fréquenté toutes ses bonnes universités, sa carrière, son agrégation, tout. Mais il a tourné le dos à ses privilèges pour rentrer. Il a été battu, député, chez lui, dans son village. Moi, je ne suis pas un magouilleur. Moi, je ne menace personne. Moi, je ne veux tuer personne. Je ne veux brûler personne. Qui peut me voter? Donc, ce peuple-là a besoin de ça. Bon, en réalité, il faut respecter, mais le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là parce que vous allez brailler à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est pas la caisse du tam, c'est pas le quartier, c'est les lois. Et tant que ceux qui votent les lois sont majoritaires, vous pouvez toujours crier. Vous ne servez à rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sortir. Mais vous ne pouvez pas influencer la politique. Vous ne pouvez pas peser sur l'exécutif. Le pouvoir parlementaire n'a pas de sens quand ça devient une caisse de perroquet. Il servent à quoi? De vous à moi, c'est la caisse du pays, c'est la caisse de Paul Biya. Vous aimez tourner autour du pot. Tous ces figurants qui sont là peuvent bien brailler, c'est des petits accords, va gagner là-bas, va faire, toi on te laisse ici, toi va là-bas. C'est pas ça l'Assemblée nationale. Et ça déteint, même les Camerounais savent que ça n'a aucun sens. Vous-même, vous savez que l'Assemblée nationale n'a aucun sens. Le Sénat n'a aucun sens. Le président nomme un tiers, ou la moitié, enfin de sa poche. Donc il met tous ses amis d'âge. C'est un regroupement d'amis d'âge. Si tu n'es pas centenaire là-bas, n'y va pas. Donc le jeu politique est faussé à la base. Le jeu démocratique alors. Mais c'est pas ça le problème. Ne limitons pas ça. Ne me détournez pas de cette réflexion. J'étais déjà parti dans une réflexion. J'étais en train d'aller convoquer le quantum de la réussite fondamentale d'un pays. J'étais en train de vous pousser vers une réflexion plus large que ça. J'étais en train de vous emmener dans les pouvoirs de la conception de la conception de la conscience et du développement. Comment on fait pour faire décoller un pays? Ce n'est pas les petits trucs des députés. Non, élevons un peu la pensée. Tous, on n'a pas envie d'avoir du ventre. Bon, ça, peut-être, on verra. Vous savez que mon grand-père Thomas Mélonnet, lui, il était carrément parti de l'Assemblée nationale pour aller faire la pêche au village. Hein, lui, parce qu'il avait compris que ces gens-là ne comprennent rien. Et nous sommes dans les années 90. Ah, lui, il était député. L'un des plus grands intellectuels français, africains. Deuxième agrégé après Senghor. Il est rentré au village, tous les matins, il allait à la pêche, il rentrait le soir se coucher. Parce il faisait des propositions de loi, les gens n'arrivaient même pas à lire. Ils ne pouvaient pas lire. Donc, on a un problème de... vous croyez que vous faites du mal aux gens, aux intellectuels, aux gens qui peuvent vous aider. Quand toute l'Assemblée nationale, la moitié de l'Assemblée nationale est peuplée d'ignorants, de braqueurs, de bandits, de commerçants, de poissons, quand le Sénat est rempli de vieux magouilleurs, voleurs, pilleurs, sans scrupules, des tueurs, dans un pays, ne venez pas me dire que c'est ma tête que vous voulez voir là-bas.
Il y a des gens de très peu de bonnes, il y a des gens, très peu de gens de bonne compagnie dans ces augustes lugubres salles. Justement parce que cette corruption politique est un terrain, c'est un terreau favorable à la médiocrité, à la mendicité, à tous ces gens qui entrent là parce qu'ils veulent payer. Ils ont payé pour être là, il faut être là, il faut récupérer l'argent, il faut gagner les marchés, il faut venir faire le commerce, c'est un prêchi-prêcha soporifique. Ces augustes assemblées-là, c'est une catastrophe humanitaire. Mais ce n'est même pas ça que je voulais. Vous m'embêtez. Vous m'empêchez de réfléchir. Vous m'empêchez. Vous voyez comment en France, on a pensé à prendre un journaliste comme Zemmour. Bon, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais regardez comment Zemmour a structuré sa pensée. C'est le journaliste qui construit un pays. C'est l'éditorialiste. Si vous avez bonne mémoire, qu'est-ce que j'ai commencé à faire en 80, en 2010, 2012, 13, 14, 15, 2015, quand je déclare ma candidature? Regardez ce que Zemmour fait, regardez son chemin. La différence, c'est que quand moi j'ai écrit un livre comme L'Afrique et son cancer du côlon, ou celui-ci, c'est le chemin que Zemmour est en train de faire. C'est son livre qui finance sa campagne en partie. 300 000 exemplaires vendus en une semaine. Ça fait qu'il n'a pas envie de voler. Mais le peuple français, ces réactionnaires, ces petits racistes qui se cachent là, vont lui donner de l'argent, vont se cacher derrière lui, mais c'est leur conviction. Et nous, le temps même de construire la politique, chacun dit non, moi j'ai envie d'envoyer mon conteneur au pays. Oh non, moi je ne veux pas déranger, moi je ne veux pas blesser, moi je ne veux pas... Vous ne voulez donc pas vous engager, mais vous voulez que qui s'engage? Qui s'engage? Nous tous, on a nos familles dans ce gouvernement. Nous tous, on a un frère qui est commissaire, qui est député, qui est ministre. Ben, voilà la réflexion alimentaire à laquelle on a réduit tout un peuple. Vous voulez que je vous montre le nombre de messages que je reçois? Le guide Pépé, tu n'es plus très... On veut te sentir fort là comme avant. Tu n'es pas virulent comme les autres. Je dis, et toi alors? Il dit, non, ne cite pas mon nom. C'était juste une proposition que je te faisais. Ah bon? Donc, il y a ceux qui doivent être virulents, prendre des flèches, aller en prison, payer, détruire leur petite vie, parce que vous voulez votre confort. Mais ce n'est même pas de ça que je voulais vous parler. C'est pas de ça. La preuve, vous êtes prêts à suivre des débats inutiles. Hein? Les gens suivent des débats inutiles, des choses qui perdent le temps, des brailleurs obsolètes, aveuglés par leur haine tribale. Je voulais qu'on s'intéresse vraiment à la source du champ de potentialité illimitée du développement d'un pays comme le Cameroun. Mais vous m'embêtez. Vous m'empêchez de réfléchir. Je ne sais plus quoi faire. Je voulais vous expliquer des petites choses qui sont les marqueurs du développement. Parce que l'histoire est à venir. L'histoire n'est pas passée. Notre histoire commune est devant nous. Mais où sont les leaders? Nous, les parleurs, les paroles sont isolés. Ceux qui ont l'énergie magnétique sont neutralisés, sont projetés loin d'un système qui se régénère et très bien moulé. Et je profite de l'occasion pour dire à mon beau, au sultan des Bamoun qui nous a quittés, c'était mon beau-frère, va en paix. On va te faire un tédéum pour te dire merci. Mais j'ai parlé de la conférence de Fumban tout à l'heure.
C'était son père. L'acte de naissance du Cameroun, les fondements d'un Cameroun moderne, c'était là, l'entente, la double entente. Mais il y a eu de doubles jeux, il y a eu de doubles faces. Et d'ailleurs, le peuple Bamoun, on aura l'occasion de célébrer, de réfléchir un peu, d'ergoter un peu sur l'avenir du Cameroun sous le prisme du peuple Bamoun, qui descend de Tikar, des plaines Tikar. L'histoire du peuple Bamoun nous parle, mais ce n'est pas le propos, on aura le temps. On aura le temps. Parce que voilà un peuple qui est lui-même perdu dans ses contradictions. C'est un peuple qui est chrétien et musulman. C'est un peuple où une grande partie suit le roi, Bonbon Joya qui vient de mourir, et une autre partie suit Andamoun Damjoya qui gère la cité. Lui aussi, il est mort. 2 cousins, dont 2 frères. Et aujourd'hui, c'est Toumaïna, la femme de Damjoya qui gère la ville. Et cet antagonisme, ce schisme-là, vient déjà des dynasties, des familles régnantes. Et donc, il y a une bataille des familles régnantes. Il y a une bataille du trône depuis Chahriyen. C'est la plus grande dynastie africaine, hein, après celle du Maroc, ça vous le savez. Et donc, ils viennent directement du Nil. Ils nous parlent. Et là-bas, il y a le roi, il y a le palais et il y a la cité. Et le roi qui, avant sa mort, voulait entrer dans la politique de la cité, a créé un conflit qui a divisé un schisme qui est... Ah, c'est terrible. Bonbon Joya a épousé ma fille, donc qui est ma mère. C'était la plus belle femme du Cameroun, d'ailleurs. Sita Rosita. Et elle a donné les enfants que vous voyez là. Elle a fait Kafout et tout. Et l'autre. Mais c'est pas lui l'héritier, c'est Idou Joya. Comme on dit là-bas, c'est l'enfant qui est né sous la peau de la panthère. C'est discriminant, mais c'est comme ça. Il faut que l'enfant soit né avant que le monsieur ne soit devenu roi. Non, soit né pendant qu'il est roi. Ceux qui sont nés avant et d'une mère étrangère ne peuvent pas aspirer à être héritiers. Alors, donc j'ai dit que ça peut être un laboratoire pour voir comment le Cameroun tout entier est resté avec cette notion villageoise, traditionnelle, tribale, clanique, et puis ce désir de modernité que personne ne maîtrise. Cette ouverture vers la modernité a totalement détruit et dessouché l'État. Aujourd'hui, on a une clique de fonctionnaires qui sont plus véreux, opportunistes, brigands même pour la nation, contre leur nation, pour leur petit profit. Et ces gens-là sont tellement puissants que c'est eux qui ont eu le destin du pays. Pas les intellectuels, pas les politiques, pas l'opinion, pas la société civile. Or, c'est toujours la société civile qui a mené les débats. La Révolution française, on peut en parler, nous sommes en France, le plus beau pays du monde. J'aimerais bien que le Cameroun devienne la France. Ou, voilà. Mais ici, c'est les Danton, les Robespierre, les Diderot, c'est tous les intellectuels qui animaient les débats. C'est eux qui ont poussé à maturation l'idée de la révolution. C'est comme ça. Mon Cameroun, c'est quelqu'un qui a traversé la Méditerranée parce qu'il a trop faim. C'est un autre qui a échappé à 2 petits requins, qui est devenu le patron. C'est eux qui veulent prendre la révolution. Ben, si c'était au moins pour coordonner, pour accepter d'être dirigé. Mais grâce à la force des réseaux sociaux et à l'époque aujourd'hui qui veut que n'importe qui soit n'importe quoi, certains s'imaginent un destin juste parce qu'ils ont crié leur rage et leur famine. Non, la révolution est un planning, c'est un chemin, c'est un chemin, c'est une analyse, c'est une projection métaphysique où il faut mettre la philosophie politique, l'écologie politique.
la mystique politique, le leadership, il faut apprendre. Tout le monde n'aura pas bac plus 20, mais au moins tout le monde peut apprendre et se mettre auprès de ceux qui peuvent montrer la voie. Ceux qui ont bataillé pour l'indépendance, nos papas étaient plus organisés que nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas de téléphone, pas de satellite, pas d'argent. Mais ils communiquaient et on ne discutait pas les autres. Aujourd'hui, dès que vous dites à quelqu'un, tais-toi, je vais faire mon live, il dit, moi aussi j'ai mon live. D'ailleurs, j'ai plus de vues que toi. Et lui se met à se déshabiller en dansant et il tue la révolution. Alors, ça c'est juste un aspect. L'autre aspect, ça fait aussi que même quand on veut, je vous prends le cas, voilà le RDPC, qui est le parti au pouvoir, qui décide, quelle belle idée, quelle belle leçon de démocratie. Il décide de renouveler les organes de base du parti. Parce que peut-être bientôt papa va partir. Mais c'est quand même formidable. Parce que cette grosse machine-là ne sert à rien. Et Biya l'a compris. Il veut donc essayer de... On veut faire un tamis pour donner du sang neuf. Vous-même, vous voyez les résultats. Les coups de tête, les blessures, les brûlures, les couteaux, les fusils. Donc, ça veut dire que les Camerounais eux-mêmes, dans leur ensemble, ne sont pas prêts pour être modernes. Laissons l'État, laissons les choses, mais l'humain même, dans les quartiers, les villes, les villages, là, les élites, là, ils ne sont pas prêts, ils sont restés ancrés dans la sauvagerie villageoise. Vous les voyez là en ville avec les cortèges, les voitures, les ceci, les vestes, les marchés publics qu'ils mettent dans les poches, mais ils sont des animaux. Ils n'ont pas évolué. Donc, développer un pays, donc, c'est faire évoluer la conscience nationale. Ça, c'est juste le cas du RDPC. Maintenant, vous regardez les autres cas des autres partis, c'est encore plus grave. C'est plus grave. L'idéologie politique n'existe pas. La conviction politique n'existe pas. C'est les opportunités. Comment faire pour arriver à avoir un petit pactole? C'est la question que les gars se posent. N'est-ce pas? Comment faire pour manger ma part? Comment faire pour avoir un titre? On est dans la titrologie. Et c'est tout ça. Et c'est des données très importantes qui vont nous permettre demain de comprendre pourquoi les pays africains n'arrivent pas, n'y arrivent pas, et n'y arriveront peut-être pas. Parce qu'on n'a pas encore atteint le pouvoir fondamental de l'esprit supérieur. Revenons un peu sur la France. Quand l'Allemagne entre à Paris, le régime qui est là, le régime de Pétain, le maréchal, il décide de devenir les femmes des Allemands. Ils s'aplaventrissent. Ils disent, nous, on ne lutte pas. Vive la France, vive l'Allemagne française. Mais comme l'histoire se répète, hein, dont je vous explique, terre à terre, c'est-à-dire que tout l'État français, tout l'État-major, tous les riches, tous les hommes politiques, les députés, tous étaient contents. Ils disaient aux Allemands, prenez-nous, épousez-nous, mariez-nous même, mangez-nous avec toutes les sauces. Et puis, s'est levé un seul jeune homme, qui était sous-secrétaire d'État, terrien. Il a pris la pirogue, il a traversé, il est allé à Londres, il est allé rencontrer Churchill là-bas, le premier ministre anglais. Toujours avec son cigare, il buvait 1 litre de whisky par jour, 1 litre de Gordon, de Chivas, et cigare, un caisson de cigares par jour. Et il lui dit, mais garçon, qu'est-ce que tu viens faire ici?
Nous, on peut pas, nous aussi, vraiment, on n'a pas d'argent. Si c'est pour lutter là, on ne peut pas. Les Allemands sont plus forts. Ils ont la Luftwaffe, ils ont l'armée aérienne, ils ont tout. On ne peut pas. De Gaulle dit, mais oh, là-bas, chez moi, tout le monde est déjà nu. Ici aussi, donne-moi seulement la radio. Et vous vous moquez de Facebook quand on vient se mettre là parce que vous êtes ignorant de la force de la communication. Vous êtes ignorant. C'est par la radio, la BBC, dans le Facebook de l'époque, que De Gaulle s'est mis à parler matin, midi, soir. D'où l'appel de juin 40. De Gaulle lui dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien à te donner. Il dit, donne-moi le Facebook. Ouvre-moi mon compte. Il se met donc à faire son appel et il dit qu'il va aller chercher l'argent. Il faut mobiliser les troupes. Et il y a une chanson qu'on chante chez nous, les Pygmées. On dit, les Bantous refusent les Pygmées. Les Bantous chassent les Pygmées, mais ils se nourrissent où? Chez nous, chez les Pygmées. Donc, De Gaulle descend en Afrique, chez les gens à moitié singes, à moitié hommes, là, et il va les flatter. Il va raser les côtes de Brazzaville. Il va leur dire que c'est la capitale de la France libre ici. Et il va venir leur dire aussi que donnez-nous l'argent, donnez-nous les hommes, donnez-nous la nourriture, donnez-nous vos femmes. On a embarqué les petites filles qui n'avaient même pas des seins sur la poitrine pour venir servir d'armes sexuelles. On a embarqué tous les jeunes hommes de Douala, de Congo, Brazza, Dakar. Et justement, à Douala, on avait chargé le navire, il touchait des halos. Il allait couler. Ma grand-mère me dit à l'époque qu'elle avait porté au moins 50 régimes de plantains pour aller mettre dans le bateau à l'actuelle chambre de commerce à Douala. Aujourd'hui, quand Zemmour parle, financé par le même Bolloré qui contrôle toujours le port aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, et ben, les bateaux, tout ça, les trains, vous comprenez que l'histoire se répète. Donc, c'est avec notre argent et nos parents, le sang de nos parents, que ces gens-là ont gagné, ont libéré la France. Je vous épargne les détails, parce que ce n'est pas le sujet. Mais quand il fallait marcher sur les Champs-Élysées, la 11e, c'est quoi la colonne, voilà, comment il s'appelle le général français, la Haute-Loc, là, qui était au Cameroun, il était même colonel, il est allé dire là-bas qu'il est général, il n'a jamais été général. En période de guerre, tout le monde ment sur le galon. Donc, quand il vient monter là, il enlève tous les noirs, on les jette quelque part là dans la brousse à Boulogne, on les remplace par les Espagnols qui n'avaient même pas lutté pour la libération de Paris, ceux qui sont entrés à Paris. Voilà votre histoire. C'est pour dire que, regardez la force de Gaulle, seul contre tous. Il a eu une force supérieure. C'est pour ça que dans mes conférences, j'insiste sur... Non, c'est le général de la Haute-Loc. Comment il s'appelle? Son petit nom, là. C'est pas Lamberton, c'est pas Mesmer. Oh, purée. La Haute-Loc. C'est son vrai nom, mais il a son petit nom, là. Et ça m'a cassé sa tête, la statuette à Bonanjo, au Cameroun. Ah, donc, vous savez, on ne va pas retenir les noms de tous les faussaires de l'histoire. Donc, mais De Gaulle, regardez le rôle de De Gaulle pour la France. Un seul homme, contre tous. Et c'est la même chose aujourd'hui au Cameroun, où vous voyez que dès que vous parlez de liberté, parce que nous sommes attaqués de toutes parts, il y a des Camerounais, ceux qui dirigent l'État, les jouisseurs, les fonctionnaires, les petits gens qui ont les privilèges, les marchés publics, tous ces gens-là, les douaniers, les petits commerçants des impôts, là, même les commerçants, même les jeunes, les gens sont contre leur liberté. Parce que cette situation les arrange.
La venue des Allemands, exact Leclerc, la venue des Allemands arrangeait évidemment Leclerc qui n'a jamais été un général. Hein. Il n'était même pas colonel, il était un lieutenant. Il est arrivé en Afrique, il a mis ses galons, là, il a dit foutez-moi le camp. Alors, donc, merci à vous tous qui contribuez. Ça m'encourage. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux parleurs au Cameroun comme moi. Vous le savez. Vous le savez. Je ne demande pas votre avis, parce que si j'attendais vos salutations, vos remerciements, c'est que je suis des morts de famille. C'est même ça qui me vaut mon éloignement. Je vous connais. Vous ne pouvez pas aimer. Tous ces gars-là, même en politique, tous ont peur de moi. Ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Opposants comme là-bas, ils ne m'aiment pas. Ils ont peur pour eux-mêmes. Hein? J'ai vu un petit frère l'autre jour quand j'étais au Cameroun. Il me salue en regardant là-bas. Je dis, petit frère, salue-moi. Je ne veux pas ton poste. Salue-moi juste, s'il te plaît. Avant, c'était grand frère. Maintenant, c'est le... Non, salue-moi. Je ne veux pas ton poste. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... quand même incroyable. Il y a des gens qui ont déjà décidé qu'ils sont bien esclaves. Donc, tout le discours que vous faites là pour libérer les gens, nous, on veut lutter pour ceux. Les gars vous trouvent comme des fous. Sachez donc que De Gaulle était dans cette situation où il était... De Gaulle était comme ça. On a même dit que c'était l'ennemi de la France. Parce qu'il refuse de se soumettre aux Allemands. Vous vous rendez compte? Un seul homme. Mais quand Dieu t'a mis cette force-là, tu peux même fendre la montagne. Tu deviens Moïse. Alors, le problème, c'est que vous avez des gens qui n'aiment pas l'idée même qu'on peut être libre. Pour eux, le Cameroun, c'est ce qu'on est là. Vous proposez autre chose, ils vont vous tuer. Ça me rappelle du temps de l'esclavage. On disait parfois aux esclaves, vous êtes déjà libres. Le gars marche, il arrive au portail. Il revient voir le patron. Patron, je suis libre même que je vais aller où? Moi, je suis bien ici. Il n'a même pas le courage d'aller expérimenter. Il n'a même pas le courage d'aller expérimenter ce qui se passe ailleurs, hors de son portail, hors de son enclos. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Toute l'Afrique est enfermée dans la zone de confort. Mais c'est de la médiocrité, la zone de confort. Vous savez, j'ai des fils magnifiques, des champions. Moi, je n'ai aucun doute. Vous êtes témoin de mon histoire, de leur histoire. Mais j'ai dit à mon fils, alors, quand le ballon arrive, botte le ballon comme si tu veux... Petit frère. Je l'ai même appelé petit frère. Quand tu vois le ballon en face de toi, gronde d'abord le ballon avant de botter le ballon. Comme ça, celui qui a le pied sur le ballon enlève le pied. Bon. Et quand il entre sur le ballon, on disait à l'époque, Job Nyanyo Kindondo. Alors, il faut entrer comme là. Hein? Comment on va traduire ça? Je ne sais même plus comment traduire. Vous avez compris. Tous les Camerounais comprennent. Donc, il faut cogner dur pour sortir de son état d'esclave. Mais on libère donc les esclaves. Les gars tournent là et ils reviennent voir le patron. Ta liberté là même nous dérange. Nous, on est bien comme ça. Ah, vraiment. Parce que dehors là est trop dur. Effectivement, tous les petits types de Yaoundé là, toute cette petite élite là, de Douala, tous les petits fonctionnaires là, ne les méprisez pas.
Tous ces commissaires-là, les militaires-là, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils vivent bien. Mais ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a une autre lutte qui vient après. Et ça fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire clairement que s'il n'y avait même pas la France, là, c'est que le Cameroun est à mort. C'est l'ambassadeur de France qui va décorer Mévégué. C'est l'ambassadeur de France qui construit les caniveaux. C'est l'ambassadeur qui nettoie les routes, les marchés, il finance les CDD, les CC. Dans un pays où même la diaspora est la plus forte du monde, la plus lettrée et la plus puissante. Mais nous tous, c'est les vantardises de costume. Personne ne veut aider personne. Tout le monde veut tuer tout le monde. J'ai jamais vu une diaspora méchante comme ça. Égoïste. Pour voir leur puissance, c'est quand il faut boire. Il faut sortir là, vous voyez, ils vivent bien. Les Maliens qui sont éboueurs à Paris, les petits Sénégalais qu'on insulte là, les petits vigiles là, ils construisent des villes entières. Et j'ai discuté donc tout à l'heure avec mes jeunes là, je leur disais, mais écoutez, arrêtez de me parler de vos maisons. Vous parlez à un pépé qui, lui, il a des hectares, j'ai des villes entières. Laissons l'affaire là. On parle de réflexion d'un pays parce que tant qu'un seul homme est libre et qu'il y a un seul autre homme qui n'est pas libre, il n'y a pas de liberté. C'est ça, c'est Camus, pardon, qui disait que la liberté, c'est pour tout le monde, où il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la liberté de quelques-uns et puis l'esclavage pour les autres. Or, dans nos familles même, on est conçu, on est les fruits de l'esclavage. On est les fruits de l'ignorance. On est les fruits des dogmes religieux. On est les fruits de l'escroquerie religieuse. On est les fruits de... C'est-à-dire, les gens rient là avec vous, mais chacun veut tenir l'autre. Tu veux progresser, on tabac. Et ça commence dans les familles. Donc, c'est la déconstruction de cet état colonial, sauvage, esclavagisant, qu'il faut dessoucher. Ce n'est pas un problème de personne. C'est une réflexion plus politique et métaphysique. C'est de la pensée. Et là, aucun homme politique ne peut atteindre. Quelques-uns peuvent atteindre ce niveau. Mais la plupart, 99% ne savent même pas de quoi on parle. Ils sont là, fédération, communauté. Mais c'est quoi une fédération? Est-ce qu'on a besoin de dire fédération pour être fédéré? Et on le prend même à l'envers, parce que fédérer, en réalité, veut dire mélanger les forces. Or, nous, on est dans la fédération, dispersion, évasion, fuite, chacun chembaillé. Or, la fédération, c'est comment mettre nos énergies ensemble. Chacun amène. Donc, il faut tout un cours de programmatique politique. Et c'est pas parce qu'on crie beaucoup sur Facebook ou qu'on a des petits... C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus profond. Comment identifier déjà le leader? Parce que De Gaulle avait quand même 5% de gens. Après 10. Après... Mais le peuple partout est comme la femme. La femme suit l'argent. La veine suit le sang. Les femmes aiment l'argent. Le peuple aussi aime les biens. Le peuple ne suit que les vainqueurs. Même si le vainqueur vous écrase, on le suit. C'est pour ça que quand les ministres... Vous avez vu, moi j'ai la malchance avec ces gars-là. Femme Dongo a épousé ma sœur. Femme Dongo, méfie-toi. Tu n'as jamais donné une bouteille. Tu es tellement égoïste. Même dans ton village, tout le monde te connaît. Quand tu arrives, même les rats palmistes entrent en brousse. Femme Dongo, méfie-toi. Donc viens me voir tout de suite. Je suis le chef de ma famille et tu as ma sœur. Te voilà. Et tu veux même prendre une deuxième épouse. Regardez des gens comme Femme Dongo. Un brillant intellectuel. Hein? Il écrit des poésies, tu peux mourir. Lui n'est pas beau, mais il peut draguer une femme. Il drague les femmes avec les poésies. Alors, ce type-là, il a subi, enfin, j'espère qu'il a une conscience. Femme Dongo a quand même subi
un revers politique cuisant l'autre jour. Ce n'est plus les Bamileke, ce n'est plus les gens du Nord, ce n'est plus les Mundang, les Tupuri, les... Non, il est entré dans son propre village. Cortège, 50 voitures. V12, 120 millions, fois 50. Et ils vont dans leur propre village. Ils traversent des cases où il n'y a que les margouillas, les souris, pas d'école, pas d'eau, pas de lumière, pas d'électricité, pas de... Bon, je vous envoie lire le livre de mon frère qui est mort aujourd'hui. Personne n'en parle plus, Ateba Yene. Je savais qu'il allait mourir d'ailleurs. Personne n'en. Allez lire les paradoxes du pays organisateur. Et c'est ça la force de l'écrivain. Il vous décrit une scène qui va avoir lieu 20, 10, 15, 100 ans après. Regardez comment Fam Ndongo entre dans son propre village. Il est ministre de Biya depuis que Biya vit. Il a tout eu. Il a tous les budgets. Il commande tout. Les milliards dorment même. Peut-être on les cache même déjà dans les grottes. Il ne sait même plus, il sait même pas quoi faire avec l'argent. Même à titre personnel, même 1 kilomètre de goudron pour lui-même qui j'offre. Rien. Il n'est pas le seul. Je ne veux pas stigmatiser toutes ces élites. Tous les frères de Biya là, voilà leur travail. 40 ans. Il n'y a même pas un petit centimètre de goudron, de route. Et les populations, pour une fois, ont dit, bon, écoutez, le cinéma, là, ayop, c'est bon. Nous, ici, là, on va casser tout. Et c'est une défaite pour... Moi, j'ai plus pitié pour Biya parce que c'est lourd pour un père de voir comment son œuvre politique est en train de disparaître de son vivant. Personne ne respecte plus Biya. Ils sont en train de tout casser. Mais les villageois ont décidé qu'on ne peut plus accepter ça. J'étais avec un jeune homme français, on regardait ces images, c'est lui-même qui me montrait. Il me dit, mais Pépé, voilà le chez vous. Je dis, oh, moi, je ne sais pas le chez moi. Il dit, si, c'est le chez toi. Il dit, mais comment ces gens ne peuvent pas réfléchir s'ils étaient patriotes? Ils vendraient déjà toute leur flotte de véhicules là et ils goudronneraient leur route. J'ai dit, mon frère, laisse. Tout le monde là que tu vois sur l'image là est agrégé. Mais on a greffé juste un mauvais cerveau là-dedans. Vous savez qu'on peut vous agréger de connaissances inutiles. La connaissance n'est pas la sagesse et il faut déjà connaître. Le malheur de l'Africain, c'est qu'on lui a mis des diplômes qui ne veulent rien dire. Et le blanc qui signe, c'est qu'il ne t'a rien donné. Il t'a donné un truc pour te paître. Et toi, toute ta vie, tu portes un fardeau et tu te crois intelligent. Les gens du village croient que tu es intelligent. Toi aussi, tu crois que tu es intelligent, mais les autres qui te regardent savent que tu es un animal. Tu es quelqu'un de pas structuré. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on reforme nos leaders. Il faut structurer l'humain. Tu peux voir quelqu'un, il a PhD, MBA, mais il vole 1 million. Je vous dis qu'aucune voiture là ne coûtait moins d'1 milliard. 1 milliard, moins de 100 millions, 120 millions, avec gendarmes, garde du corps, chauffeur. Vous allez où en brousse où vous n'avez même pas mis une piste. Vous savez, j'étais dans un pays, j'avais sorti une formule. Retenez-la si je peux encore me remémorer. J'avais dit qu'il y a des pays où les pistes d'éléphants sont devenues des autoroutes. Il y a des pays où les éléphants ont cédé les pistes à l'autoroute. Et il y a des pays où l'autoroute, où l'axe lourd est comme une piste d'éléphant. En réalité, c'est l'échec. Je parlais de mon beau-frère Fam Ndongo.
c'est pas de lui, hein. C'est pas lui qui est le ministre des Routes, hein. C'est un système, hein. Je voulais juste vous faire comprendre. C'est pas une attaque personnelle. C'est mon beau. J'ai le droit de lui dire des vérités, mais en réalité, c'est tout ce système-là qui manque de symphonie, de coordination, de... Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un chef d'orchestre. L'orchestration. Vous voyez de parfaits bonhommes, ils ont tout volé, ils sont villageois. Pas pour insulter les gens qui vivent au village. Le villageois ici, c'est celui qui s'accroche justement à la ville avec les réflexes du village. C'est ça qu'on appelle un villageois. Parce que le villageois est noble. Le villageois au village n'est pas villageois puisqu'il est villageois. Il est au village. Le villageois, c'est celui qui arrive à Paris mais vient avec ses comportements du village. Et là, tu deviens le villageois. Ah, vous comprenez un peu la nuance? Et beaucoup d'Africains sont restés pas fins. On n'est pas sophistiqué dans la pensée. On n'est pas construit. Donc il faut d'abord déconstruire ces schèmes-là et ces écoles de 1980-70, tout ça, c'est pas l'école. Sinon, on ne peut pas former autant de personnes pour rien, qui n'ont servi à rien. On ne peut pas former autant de personnes qui n'ont servi à rien. Et demain, l'école encore sera plus dure avec les algorithmes, la nanoscience, les particules, l'intelligence affirmée. La machine prend le contrôle de tout. On va encore aller à l'école de quoi? L'école est finie. Maintenant, est-ce que tu as la capacité de domestiquer le savoir pointu? Est-ce que tu peux contrôler la machine? Est-ce que tu peux démarrer le programme d'une machine? Pour que la machine ne te commande pas, est-ce que tu peux la commander? C'est ça l'école de demain. Mais il y a des métiers qui vont totalement disparaître. Il n'y aura plus de comptables. Non, c'est fini, oubliez. Commençons déjà à réorganiser. Et je parle même encore, voilà un homme qui est encore, il est ministre de l'enseignement supérieur. Il y a des filières qu'il faut tuer en Afrique. La comptabilité, secrétaire d'actifs, on n'a plus besoin. Même le médecin aura des capacités pour se reformer parce qu'il a quand même du bagage. Mais la radiologie, l'IRM, avec son téléphone, avec deux petits trucs, un appareil. Donc, il faut qu'on s'adapte à ce monde-là. Et l'Afrique est restée moyenâgeuse dans la pensée, dans l'économie, la production de la richesse, l'argent, la finance, la science. On a raté. On a totalement raté. Il faut déchirer. C'est-à-dire, il faut arriver dans un pays, on rassemble tous les diplômes, on les déchire. Et on dit allez, rentrez tous là-bas. Et puis la deuxième révolution, c'est qu'on amène un long bus. Long bus, les costers là. On fait l'appel, on appelle tous les villageois là qui occupent les postes. On les met dans ce bus, on dit chauffeur, roule jusqu'à ce que le carburant finisse. Si ça finit en Djoum, laisse-les là-bas. Si ça finit à Maïdougourou, va les jeter là-bas. Là où l'essence finit, tu les jettes là-bas. Parce qu'on n'en veut pas. On a produit tellement d'énergie à produire des gens qui ne nous ont pas servi à grand-chose qu'aujourd'hui, on n'a pas décollé. Voilà la révolution qu'il faut faire. Mais c'est à vous, pas à moi. Je suis fatigué. J'ai d'autres choses à faire. Moi aussi, je mérite les bisous. J'ai été privé de bisous pendant longtemps. Hein? On réfléchit trop. Vous voyez, je dors pas. Je suis en train de finir mon autre ouvrage là. Quand on va vous dire de le commander, nous, on n'a pas la chance avec les Africains. C'est peut-être les Blancs même qui nous aiment. Nous, on est même ici, on veut même déranger alors que c'est ici qu'on nous protège. On va même aller où? On n'aime pas la liberté chez nous. On n'aime pas la liberté de parole. Il y a toujours quelqu'un qui veut te menacer, quelqu'un qui veut te cogner, quelqu'un qui veut t'aider, quelqu'un... Quel est ce peuple-là qui ne veut pas lutter pour sa vie? L'esclavage que vous avez accepté là, ne nous obligez pas tous. Deuxième problème, et là on en reparlera demain, le tribalisme. Le tribalisme.
Tant qu'un Camerounais n'a pas détecté qui tu es, d'où tu viens, c'est des questions qu'on ne se posait pas. Je ne sais pas d'où vous avez grandi, mais je pense quand même que s'il y a un des Camerounais qui me suivent ce soir, vraiment ces idées-là vous sortent même d'où? Nous, on a grandi dans des quartiers où tu as un Méfir Njoya qui était là, et tu draguais sa sœur à Issatou, et puis tu avais un Jomo à Tangana, Fouda, Kamdem, Yetna, un Tamak, Budime. Mais c'est pas possible. Mais Végué, Otu, Ali. Mais dans un quartier, forcément, il y avait tout. Et même si tu avais échappé à ça, moi j'ai grandi dans un bon quartier à Bonapriso, c'était chic, nous on n'avait pas de problème. Il y avait la mixité. Même si tu la fuyais là, au lycée, à l'école, mais tous tes camarades, c'était Yetnan Tamak, Njomo, Chuta. Mais comment on peut nous imposer la bêtise aujourd'hui, maintenant qu'on a la barbe blanche? Moi, je ne sais pas. Il faudrait donc faire une étude sociologique, même anthropologique, sur comment nous avons vécu. Pourquoi aujourd'hui les gens commencent à se guetter? Le jour où quelqu'un va m'amener ces histoires-là, je pense que si je suis encore pépé, je vais le foudroyer ou je vais me suicider moi-même. Parce que dire à quelqu'un qu'il est tribaliste ou quelqu'un qui est tribaliste aujourd'hui, et le tribalisme se nourrit du tribalisme. Le tribalisme est très doux. Hein. Le tribalisme est bien parce que quand on se retrouve entre frères, là, c'est bien de... hein, on parle entre nous, là. Mais après, la vie ne s'arrête pas là. Quand tu vas aller marier, épouser une femme dotée, tu vas aller travailler, tu rencontres donc la société, la nation. C'est cette rencontre avec la nation qu'on a détruite. Il faut reconstruire ça. Mais on va en parler un autre jour. N'est-ce pas? Sinon, on va souffrir de ce que j'ai écrit dans ce livre, apparaître. L'ictus amnésique. C'est la perte soudaine et passagère de la mémoire. On a oublié qui nous sommes. Il y a un petit là qui fait les directs. C'est mon petit, mais il aime bien m'imiter. On a oublié qui nous sommes. C'est-à-dire, on a atteint même un stade où tu ne peux pas... les gens ne peuvent même pas dire, oui, voilà mon maître à penser. Personne ne veut même plus apprendre aujourd'hui. On n'a même plus le temps d'apprendre, ni de désapprendre. On ne sait même plus qui est maître et qui est professeur. Vous savez, moi je fais des directs avant tout ce monde-là, parce que c'est mon travail d'abord. Et je suis un tribun, je suis un homme politique. Et puis, voilà. Donc, nous allons continuer demain. Il faut libérer les gens de l'inaction et de la mentalité négative. C'est la négativité qui nous abîme et qui nous habite. Et vous venez me parler des choses négatives encore. Moi, je vous souhaite bonne soirée. Si j'ai choqué quelqu'un, pardonnez, c'est ma liberté. C'est Voltaire qui disait que je suis contre tes idées, mais je vais me battre pour qu'elles soient respectées. Ton opinion, pour qu'elle soit respectée. Il est minuit 30. Allez vous coucher, les enfants. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. J'ai fait un live ici, personne n'a partagé. Vous voyez? Il y a des lives ici où quelqu'un mange les chips. Je vois 1400 partages. Comment on est 60 personnes et personne n'a partagé mon live? On a condamné Nicolas Sarkozy l'autre jour en France. Quand on vous dit de dire à Keva,
Vous ne le dites pas pour moi, n'est-ce pas? Vous le dites pour vous-même. Sarkozy, pour terminer, il signe son texte par « Je serai heureux de vous retrouver ce samedi à 11 h à la librairie Lamartine. Merci, 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 Nicolas Sarkozy. » Ça veut dire quoi? Akeva, non? 3 fois. Akeva, Akeva, Akeva. Vous savez qui est Nicolas Sarkozy? C'est pas parce qu'il est condamné. C'est le président de la France. C'est un penseur. C'est un juif. Il sait ce que c'est que la puissance de la convocation. Donc je vous apprends des choses ici que vous méprisez et vous voyez les autres progresser. Alors, j'ai une conférence ce samedi 23 octobre, Akeva Business Conférence, nature, dîner, apéro. Vous avez les numéros de téléphone 06 99 33 83 93 réservés. Et puis là, je vous apprendrai encore plus de choses. Le livre qui est en train de sortir, vous pouvez déjà le réserver. Comme tout le monde, hein, vous écrivez. Hein, Mabingo, tu peux déjà prendre ton exemplaire parce que toi, tu es toujours le premier. Et puis à vous tous, bonne soirée. Laissez-moi aller dormir, dis donc. Laissez-moi aller vivre. Je vous aime.